Alors, on va commencer la plénière de clôture, qui est le moment obligatoire avant d'avoir le droit au cocktail. Donc, n'hésitez pas à revenir dans l'amphithéâtre Adenauer pour la plénière de clôture qui, promis, ne durera pas très longtemps. Non, vous venez tous en même temps. Ouais. Alors, on va commencer donc sur cette plénière de clôture. On va faire un bilan de l'ensemble des ateliers qui ont eu lieu cet après-midi et je vais inviter donc un représentant par atelier. Vous allez tous monter sur scène maintenant pour que je puisse vous interroger sur l'élément clé de chaque atelier. Donc j'invite effectivement donc Pascal Stassini, Samira Bekti pour Paris Santé Campus, Elsa Créage pour l'expérimentation ouverte de l'ANS, Vincent Vercamer de la DNS, Morgane Berthelot également sur le médico-social pour la DNS, Claire Vigier qui va nous parler de mon espace santé, Julie Richard sur la partie données de santé et Yann-Mel Ledouarin pour un petit retour sur la partie stratégie IA. Et Ludovic, je t'ai oublié Ludovic, c'est ça? Ludovic Samalin pour la partie santé mentale. Et donc pour commencer, dans un ordre complètement aléatoire, je ne sais même plus comment on l'a fait, on va commencer par la partie formation. Pascal, on a eu un atelier assez animé. L'idée est assez simple en fait, c'est d'arriver en 2 minutes, quand c'est possible, de donner l'élément saillant et ce qu'il y a à retenir de l'atelier auquel vous avez assisté ou que vous avez animé. Oui, avec l'atelier formation, on a parlé de formation. Donc rien de nouveau là-dedans et à insister, on va dire, sur quelque chose qui doit devenir un petit peu permanent et pas simplement une coloration qu'on donne à un début de cycle. Je crois que ce qui a été extrêmement intéressant, c'est le retour d'expérience de notre collègue à la PHP qui nous disait, lorsque j'étais entre guillemets jeune étudiante ou interne, eh bien derrière on a eu des soucis par rapport à l'utilisation de quelque chose qui n'avait pas entre guillemets embarqué les utilisateurs dans la formation. Donc oui, effectivement, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est d'essayer de voir comment on peut mettre en place quelque chose qui allie aussi de façon pluridisciplinaire. On a eu notre collègue des écoles d'ingénieurs et aussi de l'EHESP sur la nécessité de faire comprendre que quelque part, bien l'IA, c'est peut-être une IA d'équipe et pas forcément une IA, on va dire, de quelqu'un seul qui se forme à la compréhension. C'est aussi la façon de le mettre dans le processus de soins, ou en tout cas le processus métier. Merci beaucoup Pascal. Je garantis que l'atelier était très animé. Donc, sur une deuxième partie, il y a eu un atelier effectivement sur Paris Santé Campus et on a Samira Bekti, c'est secrétaire générale de Paris Santé Campus, qui est là. Donc Paris Santé Campus, c'est vraiment à la croisée des chemins, quelque chose d'assez hybride. Je te laisse nous en dire effectivement un mot sur les échanges qu'il y a eu. Merci Émeric et merci à la DNS pour son invitation. Notre atelier voulait montrer le continuum entre la recherche et l'entrepreneuriat en matière d'innovation, de numérique en santé.
Et ce que l'on peut retenir des échanges riches qui ont eu lieu, c'est que un écosystème comme Paris Santé Campus, dont la raison d'être, c'est de mélanger des acteurs publics, institutionnels et des acteurs privés qui tous les jours s'engagent dans l'innovation en santé, c'est qu'un lieu et un écosystème comme Paris Santé Campus peuvent jouer encore plus et davantage un rôle de tiers de confiance entre tous ces acteurs pour créer des ponts, des synergies entre les univers publics et privés de l'innovation en santé, aussi entre les acteurs de la recherche et l'entrepreneuriat. Et deux illustrations des échanges qui ont eu lieu tout à l'heure, c'est d'une part une demande, une requête qui a été formulée par quelqu'un qui a représenté une direction de la recherche clinique et de l'innovation dans les territoires, dans un grand CHU en France et en lien avec un tiers-lieu territorial, c'est que nous puissions aider tous ensemble à ce que les uns et les autres comprennent les contraintes de l'autre. Très concrètement, c'est que des hôpitaux, des grands hôpitaux en France, qui rayonnent en France et en Europe, comprennent mieux les contraintes des startups et que les startups puissent elles aussi comprendre les contraintes des établissements de santé avec lesquels, quelquefois, elles développent des prototypes. Ça, c'est un premier sujet autour de modèles économiques à trouver ensemble, autour de compréhension réciproque sur laquelle nous devons agir pour contribuer à cette compréhension réciproque. Le deuxième exemple, et je m'arrêterai là, c'est comment, à travers un objet comme Paris Santé Campus, on peut favoriser, enfin en tout cas contribuer à ce qu'on capitalise encore plus et encore mieux sur les données de recherche clinique. On parle beaucoup des données de santé, on parle du règlement européen. La richesse qui est produite dans tous les établissements de France et de Navarre en matière de recherche clinique, c'est aussi un actif sur lequel il faut qu'on apprenne à capitaliser. Voilà pour moi les deux principaux enseignements de notre atelier. Merci beaucoup Samira. Sur la partie donc, expérimentation en vie réelle, je fais intervenir donc, Elsa Créache de l'Agence du numérique en santé qui coordonne notamment les tiers-lieux d'expérimentation. Donc, même question que pour les autres, quels sont les éléments clés de ton atelier? Merci Aymeric et bonsoir à tous. Alors, les tiers-lieux d'expérimentation en santé numérique, finalement, c'est un objet assez nouveau. C'est un nouveau dispositif d'accompagnement pour les entreprises du numérique en santé. Et donc, le but de cet atelier, c'était de faire connaître ces tiers-lieux, les faire connaître en les faisant intervenir. 3 d'entre eux sont intervenus pour présenter leur offre de service et comment concrètement une entreprise du numérique en santé peut se tourner vers un tiers-lieu pour l'accompagner dans son développement et à toute étape du projet. Mais c'était aussi important pour nous dans cet atelier de faire intervenir des entreprises qui bénéficient de l'accompagnement des tiers-lieux et qu'elles puissent témoigner de la valeur ajoutée qu'elles retirent de leur travail en commun avec le tiers-lieu. Donc parmi les entreprises qui ont témoigné, on retient bien sûr que l'accès au terrain d'expérimentation, le fait de pouvoir échanger très tôt avec des professionnels qui représentent l'ensemble des professionnels du monde de la santé, le fait de pouvoir accéder aux données, de pouvoir accéder à des compétences de design, à des compétences d'évaluation, c'était des vraies clés et des vraies aides dans le développement de leurs solutions pour les aider à avoir des solutions qui sont non seulement technologiquement performantes, et médicalement bénéfiques pour le patient, mais qui soient aussi des solutions qui soient in fine vraiment utiles pour les professionnels, qu'elles soient vraiment utilisables en contexte de soins, utilisables dans la vie quotidienne et pas juste quand on teste la solution derrière son ordinateur, que ce soit des solutions aussi qui soient accessibles financièrement, que les modèles économiques soient cohérents avec la capacité des acheteurs et que ce soit des solutions qui soient culturellement acceptables pour qu'elles puissent être in fine adoptées par tous les professionnels. Donc voilà un petit peu ce que je retiens moi, de notre atelier de cet après-midi. Merci beaucoup Elsa. Alors Vincent a animé même 2 ateliers sur la partie donc, accès marché et évaluation. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors donc pour grimper l'Everest et obtenir un remboursement de son dispositif médical numérique, on a dans le premier atelier traité de la question déjà de bien choisir. Donc le premier point à retenir, c'était de bien choisir sa voie. Et donc, il y a des parcours classiques de remboursement, la liste des produits et prestations, la LPP, la liste des activités de télésurveillance médicale, la LATM. Donc ça, c'est le droit commun. Il y a aussi un certain nombre de voies plus rapides, dites d'accès dérogatoire. Et donc, dans ces parcours-là, comme la prise en charge anticipée numérique, la PECAN, le forfait innovation,
il y a des possibilités pour les innovations à des stades plus précoces. Et le choix, ça va dépendre du produit et surtout de ce que vous avez comme preuve de disponible et déjà en main. Le deuxième point, et qui était crucial, c'est qu'il faut de la preuve, il faut une preuve de l'utilité. Ça, c'est non négociable, ça sera évalué par la Haute Autorité de Santé et elle vérifiera est-ce que ce DMN améliore vraiment quelque chose et elle va regarder aussi est-ce que la démonstration que vous en faites tient la route. Et une fois qu'il y a ce feu vert, on arrive sur la négociation avec le CEPS si on est dans un cas d'un DM qui va être inscrit sur la LPP. Et donc là, on aura une négociation du prix. Et donc face à ce labyrinthe de l'accès au marché, sachez que vous n'êtes pas seul et que Genius peut vous aider à trouver les bons financements, trouver les bons interlocuteurs. Et les tiers-lieux d'expérimentation sont utiles pour tester la solution en conditions réelles avant le grand saut et voir si elle s'insère bien, c'était le troisième point, voir si elle s'insère bien dans le système de santé, parce que ce n'est pas une innovation toute seule, mais une innovation qui s'insère dans un panel de solutions. Donc, pour le premier atelier, c'était anticiper sa stratégie de remboursement, donc bâtir un dossier avec des preuves solides et s'entourer des bons partenaires. On a maintenant, dans le deuxième atelier, on a traité plutôt la question de l'achat hospitalier et des DM numériques à usage professionnel. Donc là, la question, c'est comment on convainc les hôpitaux français d'acheter votre DMN, parce qu'en gros, le plus dur, c'est pas forcément de faire la technologie, mais c'est aussi qu'elle soit adoptée. Et donc, c'est ça qui va être complexe dans le système de santé qu'on a. Donc, je vais me répéter, mais voilà, le premier point, c'était il faut des preuves, il faut que ça soit adapté à l'usage des pros de santé et de l'établissement. Et donc, l'époque où il fallait juste un marquage CE et un beau discours marketing bien rodé, c'est terminé. Aujourd'hui, les acheteurs, voilà, ils veulent que ce soit un hôpital ou une centrale d'achat, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, il faut qu'il y ait une utilité. Qu'est-ce que ça nous apporte concrètement, votre solution? Donc, il faut se mettre à leur place et établir une démonstration de cette valeur et une évaluation en conditions réelles de la valeur de la solution dans, cette fois, pas un système de santé, mais dans un établissement. Et le deuxième point, c'est la bonne nouvelle. Avec France 2030 et la stratégie d'accélération santé numérique, on finance au travers d'un appel à projet qui va se terminer le 2 décembre pour la deuxième relève des études d'impact pour justement cofinancer les établissements qui veulent démontrer l'intérêt d'une solution. Et le dernier point, c'est que l'ANAP, la HAS, la BPI France, les tiers-lieux d'expérimentation, les centrales d'achat ont fait en sorte de capitaliser sur les succès et les échecs des différentes innovations qui auront été testées. Et on essaye de diffuser le plus largement à la communauté et à l'écosystème ces retours d'expérience, et que ce soit au travers de Genius ou au travers de la plateforme de l'ANAP, de diffuser justement les succès et donner le maximum d'éléments aux établissements pour qu'ils réussissent l'intégration d'innovations en santé numérique et un déploiement à grande échelle. Merci beaucoup, Vincent. Alors, on est toujours en 2025. 2025, grande cause nationale, la santé mentale. Là-dessus, Ludovic a animé la table ronde sur les innovations en psychiatrie, sur les biomarqueurs et les phénotypages digitaux. Est-ce que tu peux nous faire effectivement un résumé des échanges ? Je vais essayer, merci. Grande cause nationale, j'ai tout de suite su que c'était moi. Donc les biomarqueurs numériques en psychiatrie, ça fait effectivement partie des grandes innovations, en tout cas dans notre spécialité. Globalement, on a redéfini les biomarqueurs numériques qui peuvent être considérés comme des mesures objectives qui permettent de collecter via des outils numériques, des dispositifs médicaux numériques, on peut dire, une information pour savoir si on est dans un processus physiologique, pathologique, pour évaluer une réponse thérapeutique. Et on capte cette information, en tout cas on la sait via un phénotype numérique qui va être capté via des données passives, via les smartphones, les montres connectées, etc. Et donc ça va permettre de définir des patterns d'activité, de sommeil, etc.
Et sur cette base-là, on va pouvoir arriver à relier un état clinique donné. Donc, on a parlé troubles de l'humeur, par exemple, c'est un bon exemple. Quand on souffre d'une phase dépressive, on a des patterns d'activité qui vont diminuer, une qualité de sommeil qui va être modifiée, etc. Et ça, on peut le phénotyper sur le plan numérique. Et donc, on peut imaginer, évidemment, beaucoup d'avancées en télésuivi, enfin en télésurveillance, etc. Néanmoins, il y a quelques points de vigilance qui ont été notés, notamment sur des aspects potentiels intrusifs, caractère personnel assez intrusif. Donc, discussion autour de ça, sur l'acceptabilité des professionnels, des patients. On a relevé que les professionnels étaient peut-être moins dans l'acceptabilité que les patients. Et la question aussi de l'implémentation, c'est-à-dire la mise en œuvre ensuite, dans la pratique, dans le parcours de soins. C'est un sujet de recherche en tant que tel qu'il faudra traiter. Puis on l'a enfin illustré via un cas d'usage qui était lauréat du grand défi numérique, Teremia, dans sa première vague, qui est une plateforme d'IA qui permet justement d'aller vers des stratégies personnalisées de traitement auprès des patients. Donc, biomarqueur numérique, un potentiel, j'allais dire, inédit pour la psychiatrie, avec quelques précautions et vigilances en termes éthiques, mais qui va probablement nous faciliter le virage vers la psychiatrie de précision et de prédiction. Voilà. Merci beaucoup. Claire, sur mon espace santé, un atelier emblématique. 23 millions, c'est ça, c'est le chiffre qu'il faut retenir sur le nom d'utilisateur, mais les retours de l'atelier. 23 millions d'utilisateurs actifs, hein, donc un Français sur 3, mais important de le rappeler, 96% qui aujourd'hui ont un espace santé. Alors c'était plutôt une table ronde, mais avec des échanges très riches avec la salle. Ça a permis vraiment de repartager, en fait, aujourd'hui, en quoi le carnet de santé numérique, il offre déjà des premières briques de prévention, en mobilisant notamment un certain nombre de mécanismes autour des rappels, des examens recommandés, autour de tout ce qu'on peut constituer dans son profil médical qui commence à aider à personnaliser finalement les contenus que côté pouvoir public on est en train de nourrir. Comme on avait un panel assez diversifié, on avait en fait 2 acteurs industriels qui ont pu montrer aussi la complémentarité finalement de leur rôle, parce qu'avec du coup aujourd'hui un référencement dans le catalogue de services où ce qui leur permet de demain échanger des données, enfin dès aujourd'hui de rentrer dans mon espace santé des données qui sont suivies par ailleurs et du coup de faciliter le fait que le patient il a un peu toutes ces données clés à un seul endroit et il est capable aussi de les partager facilement. Et du coup, c'était intéressant de voir, il y avait un certain nombre d'industriels, de voir qu'il y avait aussi un intérêt de s'inscrire eux aussi dans cette démarche et à quel point elle peut aussi faire progresser sur les enjeux autour de la sécurité, etc. Peut-être deux points pour parfaire l'ensemble de l'atelier. Il y a peut-être eu 2 points importants. En fait, on a partagé un certain nombre de chiffres clés. Du coup, un patient nous disait, maintenant c'est incroyable, j'ai un volume de données qui est très important, mais bien évidemment des attentes autour de l'IA, de dire comment est-ce que je suis capable demain, moi, de m'y retrouver dans cette masse de données, comment est-ce que demain aussi mon espace santé peut me fournir une synthèse intelligente, personnalisée, en tout cas dans ses attentes. Premier axe. Et deuxième retour qui était intéressant, c'était de voir finalement le rôle un peu pivot que peut jouer grâce au catalogue. Finalement, on centralise les données venant des professionnels dans le cadre de la prise en charge, on va dire classique, et venant de ces applications numériques, de dire ça permet aussi de standardiser un petit peu la démarche en termes de typologie de format d'échange de données et d'éviter de se connecter à N acteurs. Peut-être que le point central deviendra MES pour éviter qu'on se connecte avec une 50aine d'acteurs différents parfois, moi en tant qu'éditeur de logiciels métiers. Merci beaucoup. Alors dans la stratégie, il y a effectivement une partie dédiée à Metz. Je crois qu'on va te libérer, Claire, parce que tu as un rendez-vous à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup en tout cas. Prochaine thématique, le médico-social. Donc là-dessus, je fais intervenir ma collègue Morgane pour nous faire un retour sur l'atelier. Merci Émeric. Alors on a orienté notre atelier qui était porté sur l'innovation et bien vieillir. En fait, on ne pouvait pas parler on ne pouvait pas ne pas parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, puisqu'il y a la publication ce soir imminente, c'est ça ? La feuille de route intelligence artificielle et data. Donc on s'est concentré sur une table ronde participative sur cet enjeu avec 4 intervenants d'horizons différents, donc un cluster d'innovation, institutionnel, branche autonomie, GCSMS donc, qui regroupe en effet des compétences pour accompagner les changements organisationnels et technologiques, et puis fédération, donc avec des acteurs également sur le terrain. On a évoqué donc, des enjeux, les enjeux prioritaires, de mettre en place en effet l'intelligence artificielle pour accompagner les professionnels et les personnes âgées.
On a ensuite évoqué des choses concrètes qui se passent sur le terrain et on a ensuite partagé quels étaient les freins et les leviers qu'il fallait impérativement mobiliser. Si en quelques mots je dois dire ce que je retiens de cette table ronde, déjà c'est qu'on a un contexte quand même assez complexe avec l'attractivité des métiers qui est compliquée, des contraintes démographiques, des contraintes économiques. Donc l'IA, c'est aussi une vraie réalité aujourd'hui dans les structures du médico-social, dans les structures du grand âge. C'est parce que ça apporte un gain de temps très important et donc ça permet de réinvestir ce temps au service de l'accompagnement des personnes. Je vais citer Nicolas Gallet du GCSMS Comet Bretagne qui disait en fait on va arrêter de parler d'intelligence artificielle, on va parler d'intelligence humaine augmentée. Ça, je trouve ça un concept très intéressant. Cette intelligence humaine augmentée, on va pouvoir la mettre à disposition pour optimiser les plannings, pour faire de la détection de fragilité, notamment anticiper des dégradations dans le cadre de la santé mentale, assister les professionnels dans de l'analyse également de textes, du légal, faire de l'optimisation des transmissions, accompagner également les directeurs à élaborer leur plan stratégique. Voilà, donc on a plein de cas d'usage. Et si on doit retenir des leviers, c'est forcément déjà s'inscrire dans une culture numérique, faire en sorte que le sujet il soit porté par le directeur, avoir une vraie stratégie numérique, avoir un pilotage de ces sujets, donc au mois le mois, pour avoir les cas d'usage prioritaires sur lesquels derrière il va falloir investir, derrière il va falloir passer à l'échelle. Se questionner sur l'accompagnement du changement que ça va générer. On peut pas, c'est pas un outil qu'on met entre les mains des acteurs, c'est un accompagnement global, la formation, identifier les conséquences juridiques liées au mésusage de la data et travailler sur un cadre éthique et attention à la perte de confiance si on n'est pas en respectant ce cadre. Travailler également sur la souveraineté de la data et puis arrêter les expérimentations. Le médico-social, il fait beaucoup d'expérimentations et à un moment donné, on ne peut pas passer à l'échelle. Voilà, donc il faut aussi se poser la question de la pérennité des financements. On trouve tout ça dans la stratégie qui va être publiée. Je pense que ça fait écho à beaucoup de choses. Donc en tout cas, c'était une table ronde passionnante. Merci beaucoup. Et justement, la stratégie qui va être publiée, on a fait donc un atelier ici même avec Yann Maël. J'ai regardé en direct, elle est en ligne. Elle est en ligne. Ouais. N'allez pas tout de suite, hein. Attendez juste 5 minutes. Donc sur l'élément clé à retenir de justement la présentation de la stratégie. De cette voilà, on a discuté autour de la stratégie et des 5 axes de la stratégie, mais pas revenir parce que tous les éléments ont été discutés, accès au marché, réglementation, évaluation, etc. Je pense qu'il y a 3 gros points moi, que je me suis noté. Le premier, c'est que la stratégie a été co-construite, mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut aussi que son déploiement se fasse avec tous les acteurs et soit co-construit. On a notamment discuté pas mal avec les représentants de la FHF, de la NAP et des patients. Voilà. Donc la co-construction, c'était avant, pendant, mais surtout après, au moment du déploiement. La deuxième chose, c'est capitaliser sur les initiatives et fédérer un peu les initiatives et capitaliser, faire un peu effet masse pour que tout le monde mette ses forces ensemble et pas chacun de son côté, si on veut pouvoir réussir à prendre le contrôle de ce qui se passe avec l'IA qui va extrêmement vite, donc fédération et capitalisation. Et troisième, c'est de l'accompagnement et donner les clés aux acteurs pour qu'ils puissent le faire. Donc c'est des guides, c'est des informations sur la responsabilité, des choses sur la formation, etc. C'est donner toutes les clés nécessaires aux acteurs pour qu'ils puissent au quotidien, dans leur pratique, déployer l'intelligence artificielle. Et tu étais avec moi dans l'atelier parce qu'on l'a co-animé. Tout à fait, monsieur. Tu as fait un très bon résumé. Je n'ai rien à rajouter. Et comme c'est une stratégie IA et données de santé, mais c'est la partie données de santé a été publiée le 1er juillet. Il y a eu 2 ateliers. C'est un sujet également très important, les données de santé. Donc Julie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu des choses sur le RAID Oui. Donc tout d'abord sur le RAID, le répertoire des ensembles de données, je vais me faire porte-fort de mon collègue Yanis qui a animé cet atelier. Mais donc le RAID, c'est le répertoire des ensembles de données, donc un catalogue de métadonnées qui sera obligatoire d'ici 4 ans pour tous les détenteurs de données. Donc le premier constat, c'est que c'est extrêmement large et que ça vous concerne quasiment tous autour de la table. Là. Donc n'importe quelle personne qui détient des données de santé devra communiquer les données de santé qu'il détient au sein de ce catalogue. Donc ensuite, les discussions ont tourné autour de comment avoir un bon équilibre entre l'obligation
vis-à-vis du détenteur et l'intérêt pour l'utilisateur. Donc là, la réponse est d'avoir une approche pragmatique avec un premier niveau qui serait donc le répertoire des ensembles de données maintenus par l'ORAD, articulé avec des répertoires, des catalogues de métadonnées qui existent déjà et qui ont des besoins peut-être un petit peu supplémentaires de qualité de données, de spécificité par rapport à certains besoins sectoriels. On pense notamment à la recherche avec Fresh. Donc ça, c'était le gros constat, donc avoir des informations vraiment pragmatiques, un niveau minimum qui soit articulé avec l'Europe et en même temps continuer à accompagner toutes les innovations et les développements qui sont aujourd'hui en France. Et donc, je continue sur le deuxième atelier ici, où l'objectif, c'était donc de discuter de la transparence sur l'utilisation secondaire des données de santé. Donc, gros chantier également. Ici, ce que je retiens, c'est qu'on souhaite avoir collectivement une approche pragmatique du juridique. Donc, ça veut dire avoir un bon niveau à la fois au niveau du niveau d'information qu'on donne, acquis en fonction des acteurs et aussi en termes de vecteurs d'information. Donc là-dessus, on est encore une fois tous, pour reprendre les mots d'Alain, ambassadeurs des données. Et donc c'est à nous de relayer cette information, qu'on soit usagers, détenteurs, acteurs, parce que c'est autour de cette table aussi qu'on est tous ces experts du numérique en santé. Et il faut aussi faire attention au niveau de saturation informationnelle. Donc encore une fois, le bon curseur pour que ça soit pertinent, que ça touche les bonnes personnes et qu'on puisse avoir le bon niveau d'impact sur les messages qu'on veut faire passer. Donc il faut qu'on travaille ensemble sur avoir un niveau d'information qui soit pertinent et adapté. On a pu voir des belles illustrations aussi avec l'AP-HP et leur EDS notamment. Donc nous, collectivement, on travaille en interdisciplinaire, donc avec les usagers au cœur de la démarche, mais également avec les acteurs institutionnels. Donc là, on a échangé avec la CNIL, avec la PDS. Côté DNS, on est très impliqué sur ce sujet, mais aussi collectivement qu'on pourra atteindre ces ambitions, donc avec tous les détenteurs de données de santé, donc qu'ils soient industriels, établissements de santé, mais aussi recherche, pour mettre collectivement en place une information qui soit utile et au service des usagers. Merci beaucoup. Donc on conclut ainsi le tour des ateliers. Donc si vous n'avez pas assisté à tous les ateliers, vous avez des bons résumés là. Merci à tous beaucoup pour les animations des ateliers et puis pour le débrief. Et on va passer à la séquence suivante. Et je vais inviter sur scène pour conclure cette belle journée David Senati, qui est donc le co-responsable du numérique en santé. Merci à tous les courageux qui sont restés jusqu'à la fin et qui espèrent boire un coup. Je vais pas vous garder trop longtemps, sachant qu'en plus, la stratégie a été publiée, donc il faut que vous la lisiez. Donc, bonsoir à tous, chers amis du numérique en santé. Je veux déjà remercier tous ceux qui sont à l'initiative et à l'organisation de cette journée, de cet événement, sans qui rien n'aurait été possible. Émeric Perchamp, je vous demande de tous l'applaudir pour le travail dantesque que ça représente. Qui a su aussi meubler avec beaucoup de talent la vidéo ministre tout à l'heure, mais que vous avez tous pu voir in fine. Donc merci pour toute l'organisation de cet événement. Merci à toute son équipe, merci à Marion Février, à Fanny, ainsi que tous les collègues de la DNS qui ont participé activement, ainsi que les collègues de la DICOM, la DGOS et du secrétaire général. Merci bien sûr maintenant à tous d'être venus. Cette journée sur scène, en atelier, dans les tables rondes, vous avez partagé vos expériences, vos projets, vos questions, vos ambitions sur le numérique en santé et l'intelligence artificielle. Vos échanges ont vraiment confirmé une chose, l'IA en santé n'est plus une promesse mais c'est maintenant une réalité. Il fallait que je fasse un peu des punchlines dans mon discours. Depuis 4 ans, nous avons parcouru ensemble un chemin non négligeable. Grâce à France 2030, on a soutenu plus de 350 projets, 600, ça fait 662 porteurs en tout. Vous avez vu tous les chiffres qui ont été présentés tout à l'heure. Vraiment, Monsieur Bonnel nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et a rappelé également
cette formidable dynamique de France 2030. Nous avons posé ensemble des bases indispensables. On a parlé des consortiums de formation. Pascal est ici avec nous et l'ensemble des autres lauréats AMI, CMA qui font briller la formation sur l'ensemble des territoires pour former l'ensemble des professionnels de santé au numérique en santé. On compte vraiment sur vous, sur votre dynamique pour pouvoir relever ce défi. Des programmes de recherche aussi menés par INSERM, INRIA dans le cadre du PEPR Santé numérique qui aident à découvrir, à préparer les technologies de demain. Je vois pas les collègues de l'INSERM INRIA, mais je sais qu'ils étaient là. Des consortiums d'entrepôts de données de santé hospitaliers et de villes qui ont été financés dans le cadre de France 2030 et dans le cadre de l'ONDAM pour faciliter l'accès aux données de santé. Également un travail formidable qui a été fait ces dernières années sur ce sujet. Vous aviez déjà commencé avant, on vous a aidé à poursuivre l'aventure et à l'amplifier, et ce n'est que le début avec l'arrivée du règlement espace européen de données de santé. Plus de 117 expérimentations qui ont été lancées dans les tiers d'expérimentation. Vous avez eu des échanges sur ce sujet également, au plus près des professionnels et des patients. Je parle vite pour qu'on aille vite boire un coup. Nous avons aussi accompagné de nombreuses entreprises dans leur parcours du combattant, ça a été dit tout à l'heure par Vincent, dans l'accès au marché pour qu'ils puissent démontrer la valeur ajoutée clinique, médico-économique et l'impact budgétaire de leurs innovations. Cet impact permet ensuite à certains et à de plus en plus d'entre eux, je vous promets c'est le cas, d'être remboursés par l'assurance maladie via la télésurveillance, chère Yann, mais via également la prise en charge anticipée numérique, chère Corinne, qui est ici aussi dans la pièce. Mais tout ce que nous avons écrit jusqu'ici n'était qu'un début. Bien sûr, notre système de santé traverse une crise profonde. Je ne vais pas mettre des mots sur l'ensemble des mots du système de santé, manque de professionnels, baisse d'attractivité, développement de pathologies chroniques, etc. On les connaît tous. Ça, à mon avis, a été largement débattu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Chaque semaine qui passe sans permettre aux établissements de santé et aux professionnels de santé de bénéficier facilement d'innovations numériques pertinentes, évaluées et prises en charge est une perte de temps collective pour tenter de sauver le système. Cette situation nous impose d'agir tous ensemble, avec détermination. C'est l'objectif de la stratégie IA en santé qui a été publiée aujourd'hui. Nous avons une chance, cette carte à jouer qu'est l'intelligence artificielle, elle est déjà utilisée, déployée dans les hôpitaux. On a vu à quel point c'était déjà du concret, déjà déployé et qu'il y avait déjà des modèles économiques qui fonctionnaient à l'hôpital, dans les cabinets de ville, au sein des logiciels des professionnels de santé. Les professionnels l'utilisent pour gagner du temps, améliorer leurs décisions, alléger leur quotidien et améliorer leur confort décisionnel. Bref, de nombreux atouts qui nous manquent et qui sont précieux pour la soutenabilité du système. La stratégie que nous lançons aujourd'hui vise à recenser, soutenir les usages pertinents, évaluer les impacts cliniques, budgétaires, organisationnels et à construire des modèles économiques viables pour déployer largement et rapidement ces solutions. C'est d'ailleurs l'esprit de l'article 30 du PLFSS, qui a été le dernier article qui a été voté en première lecture ce dimanche à l'Assemblée nationale. Là, les prochains articles commencent, c'est pour ça qu'Ella et Claire sont partis, puisqu'on a l'article 31 sur les sanctions liées au DMP qui va être débattu cette nuit. Et donc cet article 30 du PLFSS qui a été voté, dont je parlais, vraiment reconnaît la valeur ajoutée systémique de certains outils qui embarquent de l'IA, notamment les systèmes d'aide à la décision médicale, qui sont des cas d'usage qui sont largement déployés, qui accompagnent les professionnels de santé au quotidien et qui avaient besoin d'un modèle économique viable pour développer ces usages, car son impact, l'impact budgétaire de ces systèmes est systémique et pas uniquement basé sur les bénéfices au plus près des patients par les professionnels. C'est des bénéfices qui dépassent les professionnels de santé, qui sont des bénéfices systémiques et qu'il fallait pouvoir rétribuer. Donc cette logique-là de détecter des cas d'usage émergents, évaluer et déployer, puis ensuite trouver des modèles économiques adaptés, c'est vraiment la dynamique de la stratégie qui est aujourd'hui lancée. Nous appliquerons cette logique à toutes les innovations pertinentes via le recensement, l'évaluation et le déploiement grâce à ces modèles économiques équilibrés. Le chemin est encore long, mais il est clair. L'innovation numérique n'est pas un luxe. C'est une des conditions de survie de notre modèle de solidarité nationale. Nous devons continuer d'accélérer ensemble. Merci à tous, à toutes. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Conseil du numérique en santé qui est le 17 décembre au ministère de la Santé. Merci à tous.